Merci à tous. On ne va pas perdre davantage de temps. On va enchaîner tout de suite avec la restitution de nos ateliers de l'après-midi. Je vais appeler donc les intervenants un par un. Tout d'abord, on va commencer avec Laetitia Avia, qui va présenter les résultats de l'atelier sur l'accompagnement de l'action de la majorité et puis les outils pour assurer la pédagogie. Laetitia, si tu veux bien me rejoindre, et on peut l'applaudir. Merci. Je te laisse. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez passé de bons ateliers, que vous avez bien foisonné. En ce qui concerne l'atelier numéro 1, qui était consacré au soutien, l'action en soutien de la majorité présidentielle, je peux vous dire qu'on a eu des échanges très intéressants et beaucoup d'idées. Alors pourquoi cet atelier? Parce que c'est finalement la première mission de La République En Marche. Soutenir l'action de la majorité, du gouvernement et du président de la République. Bien entendu, sans ce soutien, nous ne pouvons atteindre les différents objectifs que nous sommes fixés pour La République En Marche, pour le long terme, comme pour les prochaines échéances électorales. Alors bien sûr, c'est une ambition commune que nous portons toutes et tous, mais bien sûr, nous savons que nous pouvons et que nous devons mieux faire, parce que c'est comme ça, on est ambitieux au sein de La République En Marche. Alors j'ai entendu 4 mots. 4 mots qui sont revenus principalement lors de cet atelier. Le premier, c'est trop. Trop de réformes, trop d'informations, trop de sollicitations, trop d'opérations en même temps. Et puis à côté de cela, les seconds mots qui suivent, et forcément La République En Marche, ça fait partie de notre ADN, donc en même temps, ce qu'on entend, c'est « pas assez ». Donc pas assez d'informations ciblées, claires, pas assez de lignes directrices dans nos objectifs, pas assez d'outils de collaboration collective, pas assez de partage des bonnes pratiques et pas assez de présence de certains et certaines sur le terrain. Alors il va falloir remédier à cela. Je pense que c'est à portée de main. Et pour cela, il faut revenir toujours au pourquoi. Pourquoi nous faisons cela? Quelle est notre identité? Qu'est-ce qu'être marcheur? Est-ce que c'est être simplement militant? Je l'ai dit durant cet atelier, je le répète, personne n'a vocation à uniquement distribuer des tracts. Ce n'est pas cela La République En Marche. Cet engagement de marcheur, ce militantisme, il se vit d'une façon plurielle. Il s'agit d'aller convaincre dans nos entourages, sur les marchés, sur les réseaux sociaux, de toutes les manières possibles. Et on a une fonction qui est essentielle, c'est celle de riposte. Parce qu'il y a énormément de fausses informations sur l'action du gouvernement et de la majorité. Et la première mission, en effet, des marcheurs, c'est de détricoter toutes ces fausses informations. Et c'est une fonction de riposte pour laquelle nous devons vous donner, en effet, plus d'outils pour être plus réactifs, tant il y a une telle viralité des informations sur les réseaux sociaux. Mais nous voulons aussi plus de communication positive, parce que nous faisons énormément de choses au sein de La République En Marche et qu'on a besoin d'en parler plus. On a besoin de dire davantage qui nous sommes, tout ce que nous faisons, les projets citoyens, c'est tout de même fabuleux et on n'en parle pas assez. C'est un élément premier de l'identité de La République En Marche, c'est de se dire qu'on a mis des responsables politiques en responsabilité donc en 2017 et que nous sommes toutes et tous, en plus de cela, des acteurs de la vie publique et politique, et cela, nous le faisons à travers ces projets citoyens. C'est ça aussi La République En Marche. Et donc, maintenant que tout cela est dit, tout cela que ces objectifs sont fixés, la question c'est comment? Qu'allons-nous faire pour mettre tout cela en musique? Alors tout d'abord, simple, on va recenser ces bonnes pratiques. Parce qu'il ne faut plus que chacun travaille de manière isolée et cherche chacun les meilleurs moyens de soutenir l'action de la majorité. Vous avez tous eu de bonnes idées, certains ont eu les mêmes, certains les ont améliorées. Donc on va, à travers des outils qui existent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment connus de vous tous, valoriser davantage vos bonnes pratiques, vous les échanger pour que les référents puissent échanger entre eux, pour que les animateurs locaux puissent échanger entre eux, et pour que vous puissiez aussi, vous qui êtes des bénévoles et qui n'avez pas forcément non plus tout le temps pour construire parfois de nouvelles idées, de nouvelles innovations politiques, reposer sur ce que les autres ont déjà construit.
Il va falloir aussi faire le tri dans les éléments de communication pour pouvoir vous transmettre des éléments sur chacun des projets qui seront clairs, ciblés, quelques points pour que sur chaque projet de loi, vous sachiez finalement comment concrètement on change la vie des Français. Et ces éléments, il faudra vous les transmettre à travers des outils. Tout à l'heure, lors de sa présentation, Pierre a cité l'atelier des idées. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce dont il s'agit. L'atelier des idées, c'est un outil que nous allons mettre à votre disposition dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas si Sandro Martin est encore là, je l'ai croisé tout à l'heure, mais en tout cas, je souhaiterais lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce projet. Et c'est un outil qui va vous permettre de transmettre à la fois des contributions, des éléments, des idées, et tout cela dans un partage, finalement, de vos idées. C'est l'outil collaboratif de La République En Marche pour qu'on puisse continuer cette méthode qui est la nôtre, que nous avons mise en place durant l'élection présidentielle avec nos ateliers de la transformation, et pour qu'on ne puisse plus dire « moi je transmets des notes et des idées au QG, et finalement je ne sais pas ce qu'il en advient ». Et d'ailleurs j'ai entendu une proposition, puisque c'est vrai que lorsqu'on vous transmet un certain nombre d'idées, enfin les remontées de ces ateliers, ce sont des éléments qui sont centralisés, mais il va falloir travailler à une restitution qui soit aussi plus près de vous, plus près du terrain, et aussi peut-être travailler de manière collaborative avec vous aussi pour retrouver à chaque fois ce qui vous intéressera dans l'ensemble de ces consultations. Tout cela, ce sont juste des éléments qui reposent sur des outils et absolument pas sur de la volonté, puisque la volonté, elle est déjà là. Donc il faut que nous mettions cela en place pour vous. C'est déjà en route. Pierre vous en a parlé tout à l'heure. On va juste amplifier cette dynamique et l'accélérer. Et le dernier élément qui la repose finalement sur vous, c'est le soutien. Et ce soutien, il est mutuel. C'est le soutien du mouvement à l'action de la majorité. C'est essentiel. On a besoin de vous. Alors quand je dis on, là je parle en tant que parlementaire, on a besoin du mouvement. On a besoin du mouvement pour soutenir notre action. Mais il ne faut pas oublier, chers amis, chers collègues parlementaires, que le mouvement a besoin de vous également. Vos marcheurs sont des bénévoles, les animateurs locaux, les référents ont besoin de vous auprès d'eux, sur le terrain, ont besoin de vous comme point d'entrée pour aller rencontrer des responsables associatifs, pour mener des actions, ont besoin de vous pour des moments d'échange parfois juste informels auprès des marcheurs. C'est la première des reconnaissances aussi dont ils ont besoin. Et vraiment, continuons de travailler ensemble. Moi, ce que je retiens de cet atelier, c'est que nous avons tous les éléments pour être à la hauteur de cette ambition qu'on s'est fixée à toutes et tous, de porter au mieux l'action de la majorité, du gouvernement et du président de la République. Merci. Merci. Merci Laetitia, merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir un binôme pour la restitution de l'atelier numéro 2 sur les européennes. Je vais accueillir donc Astrid Panossian et Pierre-Alexandre Anglade qui vont nous parler des enjeux pour les élections européennes à venir. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On vient avec Astrid et Delphine Garnier d'animer un atelier sur l'Europe et les échéances européennes qui sont devant nous. Comme Philippe l'a dit en introduction, pendant cette période d'intérim, le travail de préparation de ces élections européennes se poursuit et c'est ce que nous avons fait ce matin pendant 3 quarts d'heure avec une centaine d'entre vous qui étiez là pour poser des questions sur la dimension nationale de l'échéance européenne et sur, évidemment, la dimension européenne de cette élection. Sur la dimension nationale, vous le savez, traditionnellement, dans notre pays, l'échéance européenne a été considérée comme une échéance de second plan. On a longtemps considéré le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique nationale, où on envoyait parfois, comme au purgatoire,
les défaits des scrutins passés ou, dans certaines familles politiques, les membres encombrants de ces familles. À La République En Marche, et c'est ce qui nous a été dit ce matin, nous aurons une approche radicalement différente parce que nous considérons ce Parlement comme un Parlement aussi important, si ce n'est plus important que les parlements nationaux. Et donc nous aurons une approche extrêmement ambitieuse. C'est ce que vous nous avez dit dans l'atelier de ce matin. Et puis, sur la dimension européenne, nous sommes, vous le savez, dans un contexte de doute et de division en Europe, un contexte où nous voyons les nationalismes, les démagogues, les populismes ressurgir. Dans certains pays où nous ne pensions plus jamais les voir, on s'habitue aux pires choses, aux pires comportements. Et donc, nous sommes avec Astrid Panosyan, avec le travail qui avait été entrepris par Christophe et qui sera poursuivi par Philippe, dans une entreprise de rencontre de partenaires européens pour rassembler le plus largement possible, pour offrir une alternative politique en Europe à ces mouvements populistes et nationalistes. L'échéance européenne de 2019, c'est ce que vous nous avez dit dans cet atelier, dépasse largement cette élection et, si l'on peut le dire de cette façon-là, les quelques députés européens qui iront à Strasbourg et à Bruxelles. Cette échéance électorale, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de la France et pour l'avenir de l'Europe. Alors, il y avait d'abord une forme de, comment dire, de gravité dans cet atelier, parce qu'on a tout à fait conscience à la fois de l'urgence et de l'ampleur tout à fait anormalement historique de nos responsabilités. Parce qu'on est tous tout à fait conscients que ces élections qui vont venir sont un test de notre engagement, de pourquoi, une fois dans notre vie, on a eu un engagement politique ou civique. Parce que ce sont vraiment les valeurs qui sont constitutives de notre identité politique qui sont actuellement en train d'être testées. Que ce soit l'état de droit indissociable de la démocratie, que ce soit l'égalité femmes-hommes, que ce soit la lutte contre les discriminations, où on peut aimer la personne qu'on aime sans être jugé, sans être menacé, que ce soit la question de l'exigence écologique. Toutes ces valeurs qui sont ce que nous sommes, qui ont d'ailleurs été rappelées hier au colloque sur le progressisme, elles vont être testées lors de ces prochaines années si nous ne sommes pas à la hauteur de ce rendez-vous. Et donc, nous avons une vraie exigence d'efficacité pour être à la hauteur de ce rendez-vous. Exigence d'efficacité tout d'abord dans le rassemblement le plus large possible des progressistes européens, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen. Et je pense que la table ronde d'hier, avec son dynamisme, son enthousiasme, était une bonne entrée en matière pour pouvoir constituer cette plateforme de valeurs, cette plateforme aussi de propositions clés, pour in fine, pour pouvoir peser au Parlement européen, parce que nous aurons face à nous des gens qui seront dangereux et qui voudront vraiment casser ce qui a été mis en place depuis des années. Donc ça, c'est extrêmement important d'avancer ainsi dans une exigence d'efficacité pour les élections qui vont arriver. Et donc c'est aussi pour ça que nous devons faire une campagne, d'abord une campagne qui nous ressemble. Et c'est pour ça que dans les propositions que nous allons mener, ce seront des propositions qui découleront avec nos partenaires européens de cette d'abord vision politique qui a été définie par le président Macron à la Sorbonne et qui, il faut le voir, quand on a fait ces déplacements avec Christophe à travers l'Europe, c'est vraiment aujourd'hui cette vision politique du président Macron qui donne le là pour tous les pro-européens aujourd'hui en Europe. Et donc il faudra revenir à ces fondamentaux de ce discours et de cette ambition. Mais c'est aussi cette écoute attentive et citoyenne qui a fait qu'on a fait cette grande marche, qui a fait aussi que Nathalie Loiseau a été si active dans les consultations citoyennes à la fois en France et à travers l'Europe. Vision politique, également écoute citoyenne. Revenir également à une campagne qui nous ressemble, c'est être toujours à la promesse du renouvellement de notre personnel politique. Et donc on aura aussi, et Christophe l'avait annoncé fin septembre, cette commission nationale des investitures qui traitera de l'ensemble des candidatures possibles. Et cette commission, je ne sais pas si ça a déjà été dit, elle sera présidée par Jean-Marc Borrello qui est devant, qui était déjà
Merci. Merci de rempiler, Jean-Marc. Merci de rempiler. Donc ça, ce sera la campagne qui nous ressemble. Et ce seront nos fondamentaux. Ce que nous avons discuté aussi en atelier, c'était de faire attention à un certain nombre de choses. D'abord, c'est que notre grand défi, ce ne sera pas simplement de parler aux pro-européens qui viendront naturellement à nous, mais c'est de parler à ceux qui ont été déçus. Voilà. Et donc ça voudra aussi avoir le courage de poser un diagnostic lucide et exigeant. Ça voudra dire ne pas être dans l'Europe du statu quo, mais ne pas être dans l'Europe honteuse non plus. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça voudra dire aussi, et ça c'est un point qui a été posé, le ciblage à la fois des électorats en fonction des différentes attentes qui peuvent être faites, ou le ciblage de certains nombres de territoires. Et là, nous avons notamment pu parler avec les Français de l'étranger, avec un sénateur également, le sénateur de Mayotte, sur les attentes particulières des lecteurs qui vont également compter. Et enfin, dernière chose extrêmement importante, et là c'est Sandrine qui est élue en Haute-Provence qui nous a parlé, c'est qu'il faudra rattacher la question européenne à la question locale. Et elle prenait l'exemple de sa commune, où un certain nombre de réalisations ont été faites, que ce soit le centre social, le centre de santé, un certain nombre de programmes, ont été faites grâce à des financements de la communauté européenne. Et donc il faudra que nos marcheurs, lorsqu'ils iront à l'écoute des Français, il faudrait qu'ils aient en main des réalisations concrètes, locales, pour que l'Europe ne soit pas non plus totalement hors sol vis-à-vis des gens qu'on voudra convaincre. Donc voilà un petit peu les discussions qu'on a pu avoir, avec encore une fois une campagne sur les valeurs, mais des solutions très concrètes et un ciblage en particulier sur les personnes qui n'y croient plus et qu'il va falloir convaincre parce que ce sera absolument clé pour la bataille à venir. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Vous l'avez rappelé, nous sommes en train de nous mettre en ordre de marche pour mener cette bataille pour les européennes, à la fois sur le plan de la méthode, des valeurs et des idées. Donc merci pour cet excellent travail. On va maintenant parler de l'organisation de notre mouvement, de nos moyens, de nos ressources, de ce que c'est qu'être adhérent La République En Marche aujourd'hui dans les territoires. Et donc pour la restitution de l'atelier numéro 3, je vais appeler Jean-Marc Borello. On ne va pas du tout parler de nos moyens de ressources, on a répondu à toutes les questions avec Pierson ce matin, donc on va passer à des choses plus intéressantes. Qu'est-ce que c'est qu'être militant La République En Marche et qu'est-ce que c'est être militant La République En Marche et accessoirement ce qui fonctionne moins bien et ce que l'on peut améliorer. Ce qui fonctionne très bien, c'est cette formidable envie sur le terrain de s'engager, de participer, d'aller à la rencontre des gens. C'est-à-dire la seule chose qui ne sera jamais remplacée ni par une organisation, ni par de l'argent, ni par une structuration idéologique, c'est le désir des femmes et des hommes de faire en sorte que ce pays évolue. Et ça, je vous assure que de la part de tous celles et ceux qui sont intervenus ce matin, ça fonctionne extrêmement bien sur les territoires. Et pour ça, bravo à vous. Le deuxième sujet, c'est que les outils sont plutôt adaptés. Évidemment, il y avait un vrai sujet de formation. Évidemment, il y avait la nécessité de créer un institut de formation, et donc il existe. Il a des outils différents, parce qu'on ne forme pas aux mêmes choses. On ne va pas essayer de ressembler à tous ceux qui se sont fait virer il y a quelques mois. Donc on va plutôt essayer de mettre en place autre chose. Donc objectivement, nous allons ensemble faire en sorte que cette formation soit utile et l'Institut de formation revêt déjà un caractère absolument central. Les autres outils sont très adaptés aussi, et en particulier tout citoyen, parce qu'on disait de mon temps que pour changer le monde, il fallait commencer par changer le monde autour de soi. De mon temps, c'est après une petite période où les pavés pleuvaient du côté du boulevard Saint-Germain. Donc changer le monde autour de soi, c'est très exactement la mise en place des projets citoyens, c'est-à-dire la possibilité de faire un diagnostic. Ça, c'est la méthode, mais c'est aussi la vôtre, c'est la méthode du gouvernement, un diagnostic sérieux,
de ce qui va et de ce qui ne va pas, réfléchir à la manière dont on peut changer les choses et ensuite faire en sorte que les choses changent, parce que la politique, c'est aussi un petit peu de l'exécution. 1000 talents. 1000 talents. On avait commencé par Action Talent. On a passé quelques week-ends avec mes camarades du QG à recevoir des jeunes filles et des jeunes gens qui avaient des tas de talents et à les accompagner pour que leurs talents puissent s'exprimer. Ça a tellement bien fonctionné que c'est devenu 1000 talents et un certain nombre de régions sont déjà en train de mettre en place ce dispositif qui va permettre de repérer celles et ceux qui vont être capables demain d'abord d'avoir une action concrète sur leur territoire, un engagement associatif et peut-être un engagement politique ou un engagement dans les échéances électorales qui nous attendent. Ça a plutôt très bien fonctionné, objectivement. Et là aussi, on va développer, à partir de ce programme des 1000 talents, la possibilité pour celles et ceux qui ont eu des difficultés à s'engager parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude ou qu'ils n'avaient pas connaissance de cet univers. Parmi les choses qui méritent d'être améliorées, évidemment, il y a le fait d'aller chercher celles et ceux qui sont le plus éloignés. Il faut avoir une exigence absolue de parité. On n'entendra pas le fait qu'il y avait 80% de candidats au départ. Vous faites en sorte qu'à l'arrivée, il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes dans l'ensemble des dispositifs. On n'entendra pas non plus le fait que tous vos candidats soient issus de Sciences Po, avec l'infini respect que j'ai pour cette honorable institution qui, en fait, me vaut un peu d'être là, pour être tout à fait honnête. Mais l'idée générale, c'est quand même que vous puissiez aller chercher aussi ceux qui sont éloignés culturellement des endroits où on fait de la politique en général. Reconquérir les territoires, c'est faire en sorte que ceux qui sont dans les territoires prennent leur destin en main. Et puis, pour être bref, peut-être une petite remarque personnelle, une véritable difficulté dans notre univers à faire émerger les talents et en même temps à apprendre à jouer collectif. Nous avons absolument besoin, ça a été dit et répété, de toutes les sortes de talents. Nous avons besoin que les talents individuels s'expriment, grandissent, prennent des responsabilités, nous représentent lors des échéances prochaines, mais dans une équipe, ce qui est important, c'est le collectif. Et quel que soit le talent de l'un ou de l'autre, mon point de vue, c'est que si le talent de l'un nuit à l'avancée du collectif, il faut immédiatement le ramener sur le banc de touche pour qu'il ait le temps de réfléchir à ce que ça veut dire collectif. Heureusement pour vous, je n'ai pas réussi à imposer un fonctionnement totalement stalinien à la tête de ce Burex, malgré des efforts constants. Il restera donc démocratique et participatif à mon grand dam, mais en se souvenant les uns et les autres que si tout seul on va plus vite, ensemble nous irons plus loin. Merci. Merci Jean-Marc. Tu nous as donc parlé des outils, d'autres choses, des moyens, des outils, des modalités de notre engagement qui nous permettent de conduire notre action au quotidien. On va maintenant parler des idées, de ce qui constitue le corpus idéologique d'En Marche, de ce que c'est que le progressisme, de comment on décline cette transformation qui se joue aujourd'hui au niveau de l'État dans nos territoires. Et donc je vais accueillir Claude Posternac pour la restitution du 4e atelier. Bonjour à tous. Un atelier extrêmement intéressant, un atelier très dialectique ce matin. Dialectique entre tactique et stratégie. C'est-à-dire que globalement, les personnes qui ont participé à l'atelier ont très bien compris tactiquement l'avantage de parler de progressisme et de parler de progressisme dans le jeu des européennes
face aux nationalistes, des nationalistes qui sont, comme vous le savez, peu patriotes, puisqu'ils écoutent d'abord l'étranger, que ce soit Trump ou Poutine. Ça, on a très bien compris, et les gens qui étaient à l'atelier ont très bien compris que c'est un bon positionnement tactique. Alors, en général, la stratégie est préalable à la tactique. Et là, on a la tactique qui vient avant la stratégie. Et dans le débat, on s'est rendu compte que cette tactique n'est pas forcément notre stratégie. Ça ne veut pas dire que cette stratégie n'arrivera pas à cette tactique, mais la tactique n'est pas forcément la stratégie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on pense que le progressisme ne nous appartient pas, d'une part. Deuxièmement, le progressisme pose un problème, c'est-à-dire il manque d'altérité par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc comment donner une altérité à ce progressisme, sachant que nous avons développé des valeurs, et certaines de ces valeurs rentrent en résonance, et particulièrement tout ce qui est fierté, émancipation, avec des exemples extrêmement concrets de comment notre volonté, puisque c'est notre volonté, de remettre ceux qui sont hors du système au cœur même du système. C'est-à-dire, notre volonté, c'est de dire ce pays a été stoppé pendant 30 ans, c'est-à-dire quasiment 30 ans ce pays était à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté à une dégénérescence du pacte qui a été signé à la Libération entre globalement la bourgeoisie et la classe ouvrière. Il faut employer des mots tels qu'ils existent. Cette bourgeoisie qui était représentée par des commis de l'État et cette classe ouvrière qui était représentée par les syndicats. Bon, cette bourgeoisie grand commis de l'État a dégénéré en ce qu'on peut appeler une bourgeoisie d'État, et de l'autre côté, cette classe ouvrière est devenue des syndicats qui sont aujourd'hui peu puissants. Hein. Une petite visualisation des syndicats en France. La France, c'est le pays qui compte le moins de syndiqués en Europe. C'est le pays qui a le plus de permanents syndicaux. C'est cette image simple d'un blocage réel de la société française. Et paradoxalement, ce blocage vient du progressisme. C'est des gens de progrès, ceux du Conseil national de la résistance, qui nous amènent à ce constat d'échec qui fait que nous soyons là parce que les Français veulent transformer le pays. Donc, vous imaginez à quel point la dialectique a chauffé ce matin pour trouver quelle était cette altérité et comment faire. Donc, il est sûr que ce qui rentre en résonance ces deux valeurs, émancipation et dignité, est le meilleur exemple de remettre au cœur du système les Français qui sont en dehors du système. Ben, le meilleur exemple, ça a été ce que nous avons fait dans l'éducation nationale en doublant les classes de primaire. C'est une visualisation précise de ce que nous disons. Nous disons, nous sommes ceux qui allons remettre les outsiders à l'intérieur. Nous sommes ceux qui veulent redonner une chance à tous ceux qui sont à l'extérieur du système. Je rappelle qu'il y a encore malheureusement, avec tous les efforts que nous faisons, près de 6 500 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Je rappelle également qu'il y a près de 2 millions de foyers qui sont RSA, et je rappelle que nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle une république sociale. Dans ce cadre de république sociale, comment donner cette altérité? Comment permettre à En Marche de se doter d'un mot qui a été employé à plusieurs reprises, et j'ai été étonné, d'une idéologie. Comment se donner un corpus idéologique? Ce corpus idéologique, il faut le créer, il faut l'inventer, parce que le progressisme tel que nous connaissons, tel que nous l'avons appris avec Descartes, qui conjuguait à la fois le progrès, la connaissance et le social, se confronte aujourd'hui à ce qu'on appelle la planète. Est-ce que ce progressisme qui est né en essayant de vaincre la nature, parce que c'était ça le progressisme, est ce qui correspond réellement à la société dans laquelle nous sommes? Oui et non. C'est pour ça que nous devons réinventer un corpus idéologique. C'est pour ça aussi qu'il y a un besoin d'horizontalité dans le mouvement, parce que les gens qui sont intervenus ce matin ont un fort besoin de s'exprimer. Un, et deux, ils ont des choses intéressantes à dire. Donc il faut les écouter. Donc je les encourage tous, et j'encourage tout le monde à
réfléchir à ce que doit être le corpus idéologique de notre progressisme, en prenant contact avec le Polydé qui fait un formidable travail au sein du mouvement et qui est là pour nous aider. Ce que nous cherchons à faire... Ce que nous cherchons à faire, c'est à mettre en dialectique et en mettre en résonance cette tactique, stratégie tactique. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est rendu compte qu'il faut faire ce travail. Et bonne nouvelle, sans avoir fait ce travail, on s'est rendu compte que ce travail rentrait en résonance avec la tactique du progressisme. Donc tout va bien. Donc nous sommes sur le progressisme en termes de tactique. Simplement, il faut le qualifier, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut trouver le mot, les mots, le concept dans lequel les Français puissent se retrouver, qu'il y ait un effet miroir entre notre mouvement et les Français, et que cet effet miroir ne soit pas simplement un effet miroir au niveau de Paris, mais dans tout le tissu français, c'est-à-dire le milieu rural en particulier, dans les banlieues, remettre systématiquement, que les Français se rendent compte que la promesse que nous faisons, c'est-à-dire remettre tous les exclus de la société au cœur du projet, au cœur du système, ce sera une promesse tenue. Merci Claude, merci à tous. Grâce à vous, nous avons pu faire émerger ce matin énormément de propositions, de pistes pour nous améliorer individuellement, collectivement, et puis faire grandir et embellir notre maison commune, La République en marche. Alors, ce matin, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir plusieurs ministres et membres de l'exécutif. Tout à l'heure, notre ancien délégué général Christophe Castaner viendra également dire un mot. Mais celle que je voudrais accueillir aujourd'hui, elle porte dans son ministère un sujet qui est au cœur de la campagne que nous avons menée en 2017, un sujet qui est au cœur de notre ADN, de notre mouvement, des valeurs que nous portons, celle de l'émancipation par le travail. Donc j'accueille désormais Madame la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Chers amis, chers marcheurs, ce matin, en arrivant, je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir tout de suite en arrivant, c'est de voir et de revoir tant de visages connus. C'est vrai que 18 mois plus tard, comme tous mes collègues ministres, on vous rencontre aussi beaucoup sur le terrain. J'ai pu voir tous ceux avec qui on a fait des réunions, puisque à chaque déplacement, je fais une réunion de marcheurs. Merci à Pierre, toute son équipe, qui permet d'irriguer tout ça sur le territoire. Avec les jeunes avec Macron, merci à Martin, qui je ne sais plus où, est là, qui font un travail fantastique. J'étais avec eux encore vendredi soir, et moi j'ai un petit conseil à donner aux autres. Le jour où vous avez un coup de mou, vous allez voir les jeunes avec Macron, et là vous reprenez un shoot d'énergie, ça marche à tous les coups. Alors, je ne peux pas dire revoir les députés, parce qu'on passe notre vie ensemble depuis un an, pour le plus grand bonheur. On a quand même ensemble fait la première face nord du quinquennat. Je crois qu'on l'oubliera jamais, et on l'a réussi. Donc ça, merci aux parlementaires. Alors, il y a eu aussi la rentrée des territoires, la grande marche en Europe. Je ne dis pas toutes les occasions où nous avons eu tous les uns les autres l'occasion de se voir, mais moi j'en retire deux choses. La première, c'est effectivement l'énergie, l'envie qui, et je le constate tous les jours, quoi qu'en disent les médias, moi je la trouve intacte sur le terrain. Je trouve qu'il y a énormément d'envie. Il y a des questions, il y a des interrogations, il y a des débats, mais heureusement, on est un mouvement démocratique, mais il y a cette envie qui est toujours aussi forte. Et puis il y a ce qu'évoquait Jean-Marc, je crois
voilà, dans l'écoute, dans la manière de se parler, dans la manière de se dire tout, dans la manière d'être direct. Je crois qu'il y a une marque de fabrique de La République En Marche qui est un trésor précieux, mais qui suppose de garder cette écoute bienveillante, cette confrontation bienveillante partout sur le terrain. Et ça, je crois que c'est notre défi, c'est de faire vivre ça dans la durée et de l'amplifier. Alors, pourquoi on est tous là? Bien sûr, avant tout et d'abord parce que nous partageons la vision qu'Emmanuel Macron, dans la campagne et maintenant comme président de la République, a amené à la France. Je pense que la France a une chance historique de se rencontrer avec Emmanuel Macron, et ça, c'est grâce aux marcheurs, et c'est grâce désormais à La République En Marche. Comme plusieurs de mes collègues, on a aussi l'œil vu de l'étranger, souvent, puisqu'on est souvent avec nos collègues, notamment européens, mais pas uniquement, de l'OCDE, du G7, du G20, on prépare toutes les échéances prochaines. Et moi, je suis frappée à quel point nous, on s'est presque habitués, trop habitués à ce qui est exceptionnel, c'est ce que nous vivons historiquement. C'est exceptionnel et nous devons continuer à le faire vivre comme exceptionnel. Alors, il y a une citation de Mark Twain que j'adore, parce qu'elle ressemble tellement à Emmanuel Macron, elle nous ressemble tellement. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Continuons à faire ça. Mais cette adrénaline que nous avons, c'est une vision d'une société de l'émancipation par le travail, l'éducation, la formation, avec une vision écologique, économique, sociale. Mais c'est aussi, et je crois que c'est bien d'en parler entre nous, dans un congrès La République En Marche, l'adrénaline de la politique. Alors qu'est-ce que c'est que l'engagement politique? L'engagement citoyen ne prend pas que la forme de l'engagement politique. On peut être engagé comme citoyen en étant dans une association locale, en choisissant un métier qui est lié à l'impact sur la société. On peut être engagé de façon citoyenne en travaillant dans les médias, en travaillant dans tout ce qui fait la vie du quotidien. Il y a beaucoup de formes. On peut être dans la réserve citoyenne. Il y a beaucoup de formes. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne prend pas assez en compte, nous, La République En Marche, le fait qu'il y a des millions de Français qui s'engagent sur le plan citoyen dans toutes ces formes. Et ce sont aussi ceux vers qui il faut aller pour leur expliquer notre projet collectif. Eh bien, cette adrénaline-là, l'adrénaline de l'engagement politique, c'est la même que tout ce que je viens de dire, plus quelque chose. La confiance et la croyance absolue que la démocratie fait la différence, et donc que le débat d'idées, que la confrontation d'idées, oui, contribue à transformer le réel. On va du terrain au terrain, mais nous avons cette confiance absolue, folle, que oui, on peut transformer le réel par le débat d'idées, par la démocratie, par le vote, mais par aussi la citoyenneté au quotidien. C'est ce que nous portons ensemble. Il ne faut pas l'oublier qu'on est le premier mouvement politique de France. Alors, plusieurs l'ont rappelé, je pense notamment à Laetitia, on a beaucoup à faire, et ça a été évoqué ce matin aussi. On a encore beaucoup à progresser. On a les avantages de la jeunesse comme mouvement, on a les quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'on est monté en graines très vite, et notamment, ça a été évoqué par le premier atelier, je pense qu'en termes de partage de bonnes pratiques, de partage des compétences, on n'est pas du tout au bout du potentiel qu'on a. On en a plein sous le pied. D'une certaine façon, et je vais revenir à mon dada de l'apprentissage que je porte avec vous, je crois qu'on peut vraiment faire une transformation complète sur ce sujet. Nous sommes tous apprentis et maîtres d'apprentissage en politique. Et donc, il faut pousser là-dessus. Ce n'est pas simplement un institut de formation à qui on délègue, c'est tout le mouvement qui est en apprentissage et qui est aussi maître d'apprentissage, et le partage des compétences est essentiel. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de talents cachés, mais je dirais qu'il y a aussi des talents empêchés. Il y en a beaucoup dans notre société. C'est pourquoi, avec Édouard Philippe, tout notre gouvernement et le Parlement, on est très impliqués sur ces sujets. Je pense notamment au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et des discriminations avec Marlène, le sujet des quartiers populaires avec Julien, du handicap avec Sophie, etc., etc. Je peux citer tout le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, même en tant que mouvement, nous pouvons aller plus loin pour aller chercher les 1000 talents dont parlait Jean-Marc, les 1000 talents cachés,
mais aussi aller chercher des talents qui aujourd'hui sont empêchés, parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes habitudes, les études, qu'ils n'ont pas habité les bons quartiers, qu'ils n'ont pas les bons réseaux, et qui même pour être militants chez nous ou prendre des responsabilités chez nous, c'est pas gagné d'avance si nous-mêmes n'y faisons pas attention. Je crois que ce que nous portons comme valeur dans nos réformes, la transformation de la France que nous menons ensemble, il faut que nous la portions d'autres manières, non seulement d'avoir de l'écoute bienveillante, mais de révéler des talents qui sont dans les quartiers, qui sont chez les femmes, qui souvent ont un plafond de verre intérieur, elles pensent qu'elles ne sont pas capables alors qu'elles en sont, etc., etc. Et ça, c'est notre responsabilité à tous ici. Alors, je terminerai sur le mot responsabilité, parce que c'est un point essentiel. Comme toujours, le risque, c'est toujours notre seul risque. C'est la division et le doute. Il n'y a pas d'autre risque. Moi, je crois, comme cela a déjà été évoqué, qu'il n'y a pas de destin individuel en politique. Il n'y a que des réussites collectives. Et ça, il faut en être intimement persuadé. C'est pour ça qu'on est là ensemble. C'est pour ça qu'on a réussi à porter Emmanuel Macron dans les élections. C'est pour ça qu'on réussira demain si on garde cette même conviction qui est, à mon avis, essentielle. Le proverbe africain qui a été évoqué tout à l'heure, « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin », je crois qu'à parfois l'impatience qu'on comprend tous, parce qu'on veut tous avoir tout transformé tout de suite. Et d'ailleurs, les électeurs, les citoyens aussi. Mais à cette impatience légitime, je pense qu'il faut qu'on oppose la confiance et la puissance collective. Et là, on en a là aussi beaucoup sous le pied. Le risque, c'est seulement si nous doutons. Si nous doutons de nous, comme mouvement, si nous doutons de notre action, de notre vision, si nous doutons de la France, si nous doutons de l'Europe, alors nous nous affaiblissons. Sinon, non. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsqu'on voit un leader d'un parti, France Insoumise, qui, lui, ne croit plus en la démocratie, puisqu'il considère qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs avec la justice et avec les médias. Là, c'est eux qui menacent la démocratie. Quand on voit le triangle entre Marine Le Pen, Orban, Salvini, qui non seulement ne croient pas à l'Europe, ne croient pas à la citoyenneté et aux Français, puisqu'ils pensent que le seul repli peut aboutir à l'avenir. Eh bien, alors à ce moment-là, nous devons opposer cette confiance, cette lucidité, mais nous ne le réussirons que collectivement. Et c'est pour ça que cette ambition collective, qui a été si magnifiquement portée par Christophe depuis un an à la tête du mouvement, je voudrais qu'on fasse une standing ovation pour Christophe, pour tout ce qu'il a fait pour le mouvement. D'ailleurs, voilà. Merci aussi à Philippe de reprendre le flambeau dans cette période cruciale. On l'a déjà applaudi ce matin, je voudrais qu'on le réapplaudisse. Et je conclurai en disant, la fatalité n'existe pas, l'avenir dépend de nous. À toi de jouer, Christophe. Chers amis, merci. Merci de cet accueil, merci de cette émotion partagée, parce qu'évidemment, il y a un peu d'émotion au moment où je prends la parole. Un peu d'émotion parce que je me souviens de ce 1er mai
de ce 1er mai 2017, où dans l'entre-deux tours, nous étions ici, dans cette salle. Un truc de dingue. J'étais avec Emmanuel Macron à Roidour-sur-Glane. Le vendredi, c'était un lundi, le 1er mai. On ne savait pas ce qu'on allait faire pour le 1er mai. Nous étions quelques-uns à dire on va organiser un déplacement sur la thématique du travail en partant du métier des pêcheurs, en revenant sur Paris, parce que nous n'avions pas de salle louée, pas d'équipement, pas de préparation pour le 1er mai même. Nous avions prévu un autre rassemblement à un autre moment, mais pas forcément sur celui-ci. Emmanuel Macron a dit oui. Le 1er mai, nous ferons un meeting. Et je disais, tu sais, c'est compliqué. Il me disait, t'inquiète pas, ils vont se débrouiller. Et là, il y a une formidable équipe qui s'est levée, qui s'est mise en branle et qui a fait le succès de ce rendez-vous du 1er mai. Cette formidable équipe, je veux la saluer parce qu'elle a été constante. Et à la fin du 1er mai, tout le monde partait. À quelques-uns, nous parlions avec les journalistes présents. Je suis resté, je suis allé dans le hangar juste à côté voir les helpers. Parce qu'ils font partie de cette formidable équipe. Parce que sans eux, sans les helpers, sans les jeunes, sans celles et ceux qui nous ont accompagnés pendant des jours, des semaines, des mois, inlassablement, nous ne serions pas là, je ne serais pas là. Je vais vous faire une confidence. J'ai évidemment, dans le bureau du secrétaire d'État que j'étais et du ministre que je suis aujourd'hui, le portrait du président de la République. Sur ce portrait, j'ai mis le badge du 1er mai. J'ai mis le badge du 1er mai juste avec le mot staff. Parce que toute ma vie, je serai extrêmement fier d'avoir été dans le staff qui a porté Emmanuel Macron à la victoire présidentielle. Mais en même temps, il faut vite apprendre la modestie. Et donc, je voulais remercier Philippe de m'avoir autorisé, puisque je lui ai demandé son accord, à pouvoir m'exprimer devant vous. Merci, Philippe. Merci, Philippe, d'avoir accepté cette période d'intérim. Mais au-delà, merci de ce que tu es. Depuis de longs mois, on s'est croisés très, très régulièrement. Et je me souviendrai de ces premières réunions autour d'Emmanuel Macron. Nous étions très peu, 7, 8, certains sont ici, et nous devions réfléchir à l'avenir. Non pas à l'élection présidentielle, mais à l'avenir. Et j'ai le souvenir, je ne connaissais pas Philippe, que chaque fois que j'intervenais, avec le questionnement de savoir si ce que je disais avait l'air à minima intelligent ou si c'était utile, je me tournais vers Philippe parce que, et je le dis pour celles et ceux qui vont travailler avec lui, il a un truc. Quand il est d'accord, il fait ça de la tête. Le problème, c'est quand il ne fait rien. Ça, c'est forcément un sujet d'inquiétude. Et ça arrive assez régulièrement qu'il ne fasse pas ça. Et des fois, il fait ça aussi. Et ça veut dire non. Et il sait aussi parfaitement dire non. Et je sais qu'au-delà de son action constante à nos côtés, pendant ces 6 semaines-là, il sera non pas ce juge de paix, parce qu'il y a le mot juge et que nous ne sommes pas dans ces instances-là, mais cet homme de paix, cet homme de dialogue, cet homme d'écoute qui fera en sorte que le choix que vous serez amené à faire d'un nouveau délégué ou d'une nouvelle déléguée nationale sera fait dans le respect, parce que le respect, c'est notre ADN, c'est notre exigence. Quel week-end! Quel week-end! Hier, nous étions plus de 1000 marcheurs intellectuels français, internationaux, acteurs de la société et du monde politique réunis pour le premier chapitre de la construction de notre corpus idéologique. Claude l'a évoqué, qui a pris la forme de cette conférence intitulée « Progressisme, mais encore ». Cette journée nous a permis de réfléchir collectivement, avec nos partenaires européens également, aux valeurs, à la méthode, à ce qui nous rassemble. Et ça nous a permis de discuter notamment de la nécessité, au vu des enjeux contemporains, de créer cet arc progressiste européen. Hier était donc une journée particulièrement riche pour notre mouvement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici
chers collègues ministres, chers parlementaires, chers membres du Conseil, pour ce deuxième Conseil de la République En Marche, pour faire le bilan de l'année écoulée et préparer les échéances qui nous attendent. On m'a rendu compte des ateliers, de toutes les annonces que Pierre Persson a fait sur l'accompagnement. Et je me dis qu'il était temps que je parte. Une telle efficacité en 3 jours, Pierre, je n'en doutais pas. Mais évidemment, par ce clin d'œil à Pierre, c'est toutes celles et tous ceux qui sont au sein du bureau exécutif que je veux saluer. C'est toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, au sein du siège, mais aussi dans nos départements, dans nos régions, toutes celles et tous ceux qui sont là, qui font ce que nous sommes et qui contribuons à la réussite de ce que nous sommes. Vous le savez, si Philippe m'a autorisé à parler, c'est parce qu'effectivement, j'avais prévu de faire cette conclusion. Et le président de la République, le Premier ministre m'ont confié quelques autres responsabilités qui impliquent d'être à 100% totalement engagé sur ce sujet. À 100% totalement engagé parce que si il y a une particularité au ministère de l'Intérieur, c'est que c'est aussi le ministère de l'élection. Et donc il était comme une évidence totalement naturelle, mais aussi comme une petite pointe de souffrance personnelle de devoir présenter ma démission. C'est ce que j'ai fait vendredi soir au bureau exécutif, non sans émotion, pour cette année passée ensemble. Comme je l'ai déjà dit précédemment, je ne m'étais jamais, mais alors jamais, vu comme un homme de parti, comme un homme d'appareil. Ce n'était pas mon histoire, ce n'était pas ma logique. Mais je dois le dire très sincèrement, j'ai été transformé par l'exercice de cette responsabilité à la tête de notre mouvement. Transformé par les énergies que j'ai rencontrées, transformé par les innombrables moments d'échange, par les idées partagées et les initiatives lancées qui m'ont tant appris. Transformé par votre force, par vos histoires personnelles, par vos capacités à faire, par votre détermination. Ce que j'ai appris à vos côtés continuera de me nourrir et de me porter dans l'ensemble de ma responsabilité d'aujourd'hui. Vous avez tous... Vous avez tous, j'en suis conscient, consacré du temps pour faire vivre le mouvement chez vous, autour de vous. Parce que c'est le propre d'un engagement citoyen, d'un engagement politique, vous avez tous dû faire des choix difficiles. Peut-être avez-vous parfois dû, comme ce matin, laisser votre famille quelques heures pour venir participer à ces échanges. J'en mesure la portée. Et c'est pourquoi mes remerciements sont profonds, sont sincères, empreints de toute ma reconnaissance pour cet engagement qui parfois vous coûte, mais qui apporte tellement à notre pays, à vos territoires. Comme nous l'avons dit hier, c'est l'une des valeurs piliers de notre vision du progressisme. Cet engagement, il est beau, il est nécessaire pour notre pays, soyez-en fiers. Il faut se rappeler la situation dans laquelle était notre société lorsque nous avons commencé à construire cet élan nouveau, cette force politique inédite. Il y a 2 ans, notre pays était en proie au doute. Il y a 2 ans, un sentiment lancinant de résignation faisait craindre l'arrivée au pouvoir d'une force politique qui n'affichait comme ambition que le repli sur soi. Il y a 2 ans, personne n'osait parler d'Europe, en tout cas jamais pour porter des discours volontaristes et ambitieux. Il y a 2 ans, les citoyens se détournaient massivement de la chose publique, convaincus que les acteurs politiques n'étaient pas capables d'évoluer avec leur temps, de se transformer, de s'adapter aux évolutions de la société. Et puis vous vous êtes levés. Vous avez refusé le statu quo. Vous vous êtes engagés pour ne pas laisser la France s'égarer. Ensemble, nous avons construit un mouvement qui a permis un renouveau démocratique en faisant émerger une majorité progressiste dans notre pays. Mesurons la portée de cela. Ensemble, nous avons inventé de nouvelles formes d'engagement politique et citoyen pour que la politique ne soit plus un gros mot qui ne concerne que quelques-uns dans des salons, mais que chacun puisse se dire « pourquoi pas moi ?» Ensemble, nous avons porté cela, nous avons osé parler d'Europe, nous avons osé dépasser les clivages qui, depuis des décennies, sclérosaient notre société. Ensemble,
nous avons décidé de remettre de la bienveillance dans un univers trop marqué par la compétition de tous contre tous. Bien sûr, il y a des décisions qui doivent être prises, des choix humains qui doivent être faits pour partager les responsabilités et définir les rôles de chacune et chacun. Mais ensemble, nous avons décidé que ces questions-là ne devaient pas prendre le pas sur la forme de bienveillance essentielle à la cohésion collective. C'est ça aussi la transformation de la vie politique que nous prônons et que nous mettons en œuvre. Ensemble, en somme, nous avons agi. Et déjà, les choses ont changé dans ce pays. Il y a un an, vous m'avez confié la responsabilité immense de conduire notre mouvement. Dans la foulée de l'élection présidentielle et des élections législatives, nous devions consolider, et je reprends l'expression de Philippe de ce matin, les fondations de notre maison commune pour qu'elle puisse poursuivre sa mission de renouveler la vie démocratique, qu'elle puisse créer les conditions que j'évoquais de l'émancipation individuelle et du progrès collectif. C'était il y a un an, à Lyon, et je m'en souviens comme si c'était hier, pourtant depuis quelle aventure. En un an, nous avons démultiplié les actions aux 4 coins du pays, en allant à la rencontre des acteurs locaux, à la fois pour défendre le bilan du gouvernement, pour agir à l'échelle des territoires et pour faire remonter les idées, pour porter les propositions et les coups de gueule qui sont venus nourrir l'action gouvernementale. En un an, nous avons organisé une dizaine de consultations citoyennes pour solliciter vos diagnostics et vos idées sur des sujets aussi essentiels que l'égalité entre les femmes et les hommes, la formation professionnelle, l'apprentissage ou encore le logement. Ces consultations ont recueilli plus de 80 000 contributions. Je dois le dire, cela me rend fier. Ce genre d'informations sur l'existence et le succès de ces consultations ne ressort pas forcément dans les médias, mais elles témoignent de la vraie vitalité de notre mouvement. En un an, nous avons organisé aussi la Grande Marche pour l'Europe, mobilisant les marcheurs à travers le pays, partout, dans 3500 communes, pas seulement dans les grandes villes, partout vous avez été présents, dans les départements ruraux, dans les petites communes, pour aller parler de l'Europe fidèlement à notre ADN. Car oui, notre ADN, c'est écouter. C'est le dénominateur commun d'une majorité des actions menées par le mouvement. Les 2 grandes marches, les consultations, mes déplacements au contact en Eure-et-Loire, à Sète, à Laval ou ailleurs ont eu cette vocation aussi, créer les conditions d'un échange sincère, dans la durée et sans filtre. Ce qu'il y a de particulier dans notre mouvement, c'est que nous devons nous efforcer de ne pas seulement écouter ceux qui veulent nous parler, mais nous allons chercher les témoignages de ceux qui ne viennent pas spontanément vers nous. Qui d'autre fait cela? Qui d'autre assume de sortir dans sa zone de confort? Personne. Le but est toujours d'établir un diagnostic lucide des réalités telles que les Français les vivent, telles qu'ils les perçoivent, pour construire ce projet de société cohérent, ce projet qui doit prendre en compte ces réalités partagées. C'est à partir de ces réalités partagées que nous devons construire une réponse adaptée. En un an, au sein du mouvement, nous avons mis en place un certain nombre d'outils pédagogiques, car rapprocher les citoyens de la politique, c'est donner les outils à tous pour se saisir des débats. C'est par exemple le site web « On l'a dit, on le fait », que vous avez certainement déjà eu l'occasion de consulter, qui sert à suivre la mise en œuvre presque jour par jour du programme présidentiel. Ce sont les dizaines d'articles, de fiches, de vidéos qui sont proposés sur nos sites et nos réseaux sociaux et qui expliquent les enjeux d'un sujet, d'un projet de loi et qui donnent le sens de la réforme. Ce sont nos marcheurs sur le terrain qui, tous les jours, se rendent à la rencontre de leurs concitoyens pour engager la discussion, expliquer le sens des réformes, répondre aux interrogations. C'est ce service des relations avec les citoyens au mouvement qui est dédié à répondre aux sollicitations de tout citoyen, adhérent ou non, au téléphone, par mail, et de répondre à ces questions. Ce sont aussi les formations en ligne gratuites sur l'argent public, la transition écologique et solidaire, la construction européenne ou encore les enjeux de l'alimentation. Ces enjeux de formation, ils sont maintenant portés par notre Institut de formation Tous Politiques que nous avons lancé au début de l'été et qui porte cette ambition. Vous savez, cher Président, l'ambition de formation des citoyens, mais aussi des responsables politiques et des élus progressistes pour accompagner et structurer l'engagement sous toutes ses formes,
c'est construire dans la durée notre maillage territorial absolument essentiel. Cet institut a aussi pour mission de détecter et de faire grandir des nouveaux talents au service de l'intérêt général, parce qu'effectivement, celles et ceux qui pensent que la politique, ce n'est pas pour eux, alors qu'ils ont ce talent-là, il faut aller les chercher, quartier par quartier, commune par commune, pour qu'ils nous rejoignent. Regardez les parlementaires, regardez nos parlementaires de La République En Marche qui sont parmi nous aujourd'hui. Regardez l'Assemblée nationale. Elle n'a jamais été aussi féminine, aussi jeune, aussi diverse, aussi représentative, en somme, de ce qu'est la France. Et c'est ce que nous voulons faire avec le programme 1000 talents. C'est à nouveau faire émerger de nouveaux visages. C'est ça également le renouvellement du paysage politique que nous avons initié et dont nous pouvons et nous devons être fiers. Durant cette année, nous avons aussi ouvert nos portes aux chercheurs de Terra Nova, afin qu'ils puissent réaliser cette étude indépendante de sociologie politique sur notre mouvement. Ce que nous avons fait, c'est totalement inédit, en France et en Europe. Jamais aucune force politique dans notre pays ne s'y était livrée. C'est plutôt courageux aussi, parce qu'il y avait le process d'évaluation, pas seulement du délégué général, qui finalement est assez content d'avoir eu la meilleure note de sa vie. Mais non, je suis réuni sur ce sujet. Mais évidemment, il y avait cette prise de risque. Mais nous avions besoin. Nous avions besoin de cet exercice risqué parce qu'il nous donne une connaissance nécessaire de ceux qui nous rejoignent, de ceux qui militent, comment ils militent, et c'était indispensable. Mais en plus, nous avons aussi cette exigence de transparence. Et je crois que cette transparence que nous prônons dans la vie démocratique et politique, nous devons évidemment nous l'appliquer à nous-mêmes. Et donc oui, nous avons fait de cette maison une maison transparente à Terra Nova parce que c'est nécessaire. Et Terra Nova a pu très librement rendre compte de son travail sans aucune censure. Parce que la censure, ce ne sera jamais l'esprit de La République En Marche. Vous savez, connaître celles et ceux qui nous rejoignent n'est pas un exercice aisé. Actuellement, en moyenne, 1500 marcheurs nous rejoignent chaque mois. 1500 marcheurs s'engagent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent avec nous vivre leur première expérience politique. Oui, les marcheurs sont légèrement, en moyenne, plus jeunes que le reste de la population française. Oui, les marcheurs ne sont pas seulement adhérents, ils sont engagés. Près de 8 adhérents sur 10 sont mobilisés dans des activités du mouvement, sur le réseau, sur les réseaux sociaux, sur le terrain, dans les comités locaux. Et 80% de 400 000 adhérents, eh bien, ça fait pas mal de monde qui bosse, et qui bosse pour La République En Marche. Merci à eux. Mais ça n'est pas toujours le type d'engagement traditionnel que l'on connaissait dans les bons vieux partis politiques. Eh bien, ce n'est pas grave. Ça nous correspond aussi. Cette pluralité de formes de l'engagement est réelle. Je l'ai dit, nous avons refondé la façon de faire de la politique, la façon d'aller s'adresser aux Français. Et cela se traduit par des diversités dans les actions qui sont menées à travers le pays. Certains sont des militants de terrain classiques, j'en ai été. D'autres agissent politiquement en étant élus. D'autres encore contribuent à des réflexions grâce à leur expertise ou leur parcours. D'autres enfin changent le quotidien dans leur quartier ou leur village à travers des projets citoyens. C'est cela l'engagement, la société de l'engagement que nous voulons accompagner au niveau national et que nous portons, que nous incarnons au sein de La République En Marche. Bien sûr, tout n'a pas toujours été parfait. Dire le contraire serait un manque d'humilité. Notre mouvement est jeune, et si beaucoup a été fait, tant reste à faire. Et nous ne manquons pas d'ambition pour le faire. Je sais que
nous pouvons faire encore mieux pour répondre davantage aux attentes des 400 000 adhérents qui font vivre le mouvement. Je sais que nous pouvons élargir encore cette base d'adhérents en incitant plus de citoyennes et de citoyens à s'engager et agir pour la transformation du quotidien. Et j'insiste sur citoyennes parce qu'il n'est pas normal que nous ayons un taux aussi élevé ou un déséquilibre aussi élevé entre les adhérentes et les adhérents dans notre mouvement. Et même s'il y a des causes à ce non-engagement ou à ce déséquilibre, même s'il y a des barrières, nous devons les lever. Nous devons être déterminés à dépasser une fois pour toutes, en investissant dans la formation, en démultipliant les projets citoyens et en faisant éclore de nouveaux talents au service de l'intérêt général, nous devons dépasser toutes ces barrières que la société a posées dans l'engagement féminin. C'est un combat essentiel. Il en va non seulement de notre ADN, mais aussi de notre honneur. En résumé, en un an, nous avons posé les fondations d'un mouvement radicalement nouveau, profondément ambitieux et résolument progressiste. Ce travail est une œuvre collective et je pense que nous pouvons nous en féliciter, avec modestie, mais avec lucidité. L'autodénigrement est trop facile et s'il faut savoir analyser avec acuité les erreurs qui ont été faites pour mieux préparer l'avenir du mouvement, il nous faut aussi parfois apprécier l'étendue du chemin que nous avons parcouru ensemble. Je regarde cette année écoulée et je me dis que les choses ont changé. Que les choses ont changé en France et aussi, plus égoïstement, que les choses ont changé ma vie à moi. Celle d'un responsable politique lancé dans la construction d'un projet collectif qui a germé dans l'esprit audacieux et ambitieux de celui qui était alors ministre de l'économie et aujourd'hui président de la République. J'étais alors un jeune député. Jeune par mon expérience parlementaire, pas par l'âge. Même si, à l'époque, à 30 ans, être député, c'était quasiment inaccessible. Mais là, d'un coup, il y a toute une série de députés qui nous ont mis, cher François, un sacré coup de vieux. Mais c'est vrai que j'étais un engagé de terrain, maire de ma chère ville de Forcalquier, c'est 5000 habitants. J'avais été élu député. Et je me retrouvais propulsé à l'Assemblée nationale, fier évidemment, comme chacune et chacun qui sont ici, fiers de la mission qui m'attendait. Puis rapidement, j'ai rencontré le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et j'ai rencontré cet homme aussi vif d'esprit que visionnaire. Et nous avons commencé à travailler étroitement ensemble, à l'occasion d'un projet de loi que chacun connaît. Et puis je l'ai accompagné, alors il a pris son risque. Il a démissionné, je l'ai suivi dans cette aventure. Je l'ai dit au début de mon propos, j'ai rejoint activement cette campagne en devenant un de ses porte-parole. J'ai pris ma part pour défendre le projet que nous avions construit ensemble pour le pays. Et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez. Les citoyens français ont porté à la présidence de la République ce candidat et ce projet. Ils ont ensuite élu à l'Assemblée nationale une majorité nouvelle, combative, déterminée à porter avec lui une ambition progressiste pour notre pays et qu'elle ne l'oublie jamais. C'est le sens de son engagement, celle d'accompagner ce projet de transformation porté par Emmanuel Macron et jamais par des aspirations individuelles à telle ou telle lumière médiatique. Et puis les choses évoluent. Il faut être utile. J'aime ce mot d'utilité. Il faut être utile et mon utilité personnelle m'amène à m'engager aujourd'hui un peu plus loin que vous, de vous. Un peu plus loin, mais pas loin quand même, je vous le promets, jamais loin. Jamais loin parce que je sais que l'essentiel de ce que nous serions individuels n'a pas de place dans ce collectif. L'essentiel, c'est le projet que nous avons construit ensemble, c'est cela qui prime. L'essentiel, c'est ce projet que 400 000 personnes nous portent à continuer, à poursuivre chaque jour. L'essentiel, ce sont ces nouvelles adhésions qui, chaque jour encore, nous rejoignent dans ce mouvement pour construire avec nous le projet sur lequel nous nous sommes engagés. Vous savez, à l'heure où la coalition des populismes tente de faire s'écrouler l'édifice européen, la préparation des échéances électorales de l'année prochaine doit être la première de nos priorités. Je le disais, nous avons osé tout au long de la campagne présidentielle, depuis que nous sommes
en responsabilité, nous avons osé parler d'Europe. C'était devenu presque tabou. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien sur cette exigence, sur cette ambition, sur ce projet européen. L'Europe, ce sont ces parlementaires que nous désignerons démocratiquement dans quelques mois. Ce sont ces commissaires nommés par nos propres chefs d'État et de gouvernement pour conduire une politique commune. Ce sont ces institutions qui nous protègent et qui nous représentent. L'Europe, c'est nous. C'est surtout nous. Et c'est nous qui devons la faire. Allez partout. Partout en France, dans nos territoires, dans nos départements, dans nos outre-mer, allez partout porter ce message d'espoir et d'exigence pour l'Union européenne. Mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le 21 octobre 2018. Notre mouvement existe depuis à peine 2 ans et demi. Il a consacré sa première année à porter un homme, un projet et une majorité radicalement nouvelle à la tête de notre pays. Et depuis 1 an et demi, il accompagne le gouvernement au quotidien. L'élection présidentielle, c'était il y a à peine 18 mois, et pourtant les choses ont déjà tellement changé. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu au fil de la matinée. Alors que je quitte officiellement mes fonctions de délégué général, à ce moment-là, je souhaite vous dire un dernier mot. Si beaucoup a changé depuis 1 an, je reste certain d'une chose. Une chose que je vous ai dite lors de notre premier conseil, et que je vous demanderai de ne jamais oublier. Ce n'est pas la politique qui changera notre mouvement, mais c'est notre mouvement qui doit, en profondeur, changer la politique. Super. Bravo, et puis je vais monter vite. Venez. Le Durex aussi. Carole, Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui avec vous, donc merci infiniment. Un repas vous est servi, vous attend à la salle, vous pouvez le manger ici ou l'emporter. Voilà, merci à tous et bon dimanche, à bientôt.